Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Je suis Gauthier Zimmerman et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Salut Aurore! Salut Gauthier. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Design Journeys. Je suis ravi de t'accueillir dans cet épisode parce que ça fait un moment que je suis ton travail et parce qu'on a travaillé ensemble indirectement pour ma boîte et puis parce que tu es la toute première illustratrice à venir dans le podcast. Donc pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Aurore, est-ce que tu voudrais bien te présenter et nous en dire un peu plus sur toi, s'il te plaît? Bah oui, y a pas de souci. Alors, donc je m'appelle Aurore, j'ai 27 ans et je suis illustratrice. Bon, de base, j'étais graphiste et maintenant, je suis plutôt illustratrice et créatrice de contenu. Du coup, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, comme tu l'as bien vu. Et à côté, je fais un petit peu de freelance, du coup, avec des missions pour différents clients, et que ce soit avec mon style d'illustration ou du style plutôt corporate. Et je fais pas mal de trucs différents, un peu de YouTube, ouais, un peu d'Insta. Je m'amuse, quoi. On va parler de tout ça pendant cet épisode. Mais moi, j'ai une question que j'aime beaucoup poser à mes invités. C'est ma première question. C'est comment t'en es venu à faire du design et plus généralement, et plus précisément, de l'illustration et du graphisme. Ok. Alors, en global, on va dire une carrière dans le design, donc design graphique, illustration, n'importe quoi, bah tout simplement parce que je pense, j'ai toujours dessiné, ça c'est sûr et certain. Donc faire des études d'illustration, ça me tentait pas trop quand j'étais ado. Du coup, j'ai fait, on va faire un truc un peu plus global, on va prendre du graphisme, ça c'est très bien. Et du coup, je suis arrivée là-dedans assez rapidement. J'ai fait une prépa. Alors je sais pas si tu connais un petit peu les prépas en graphisme, illustration, tout ça. Pas du tout. Alors t'as des prépas et t'as des manas. Les manas, c'est genre un BTS, donc t'as encore toutes les classes comme au lycée. Mm-hmm. Donc t'as de la SVT, de l'économie, tous ces trucs-là. Donc ça c'était niette, moi j'en voulais pas. Et sinon t'as des prépas, donc en un an pour préparer aux écoles de design qui sont derrière, quoi. Et t'as plein de prépas différentes, plein de thèmes différents. Et moi, j'en voulais une qui soit professionnelle. Je voulais pas faire une prépa genre beaux-arts, parce qu'il faut vraiment faire la différence entre beaux-arts et art graphique. Donc, y en a un, pour moi, pour l'expliquer facilement aux gens qui connaissent pas trop, les beaux-arts, c'est artiste, quoi. C'est peinture, sculpture, toutes ces choses-là. Et design graphique, les arts graphiques, quoi, ces trucs un peu plus, on va dire, professionnels. Du coup, j'ai fait une prépa vraiment pro graphisme, et après j'ai fait une école d'art graphique, du coup, pour avoir un diplôme de directrice artistique. Ok, donc t'es vraiment d'abord parti dans de la DA, c'est ça? Ouais, complètement. Et comment ça se fait que tu sois passé de DA à faire du graphisme en général à illustratrice sur un point, qui est un point beaucoup plus précis du scope de DA? Tout simplement, non, en vrai c'est pas simple. Non, je dis tout simplement, mais c'est pas simple du tout. En gros, j'ai fait mes études, ça m'a plu, c'était très cool, j'ai appris plein de trucs, mais par rapport aux gens qui étaient dans ma classe, mon groupe de copines que j'ai toujours aujourd'hui, tout ça, qui sont aujourd'hui DA, je pense que j'étais pas trop mauvaise, mais j'étais pas du tout la meilleure dans la classe, et je me suis toujours dit que graphisme, ça va, j'étais bonne dedans, mais c'était pas non plus un truc où j'étais excellente. Même mon diplôme et tout, j'ai eu mon diplôme, mais j'étais pas du tout dans les meilleurs ni rien du tout, quoi. Et en sortant du diplôme, je me suis directement mise en freelance pour plusieurs raisons, et je me suis dit j'aimerais bien remettre un peu plus d'illustration dans mes projets, parce que quand je fais des projets freelance qui sont purs 100% graphisme, et en plus des choses pas vraiment DA, vraiment graphisme exé, du style mettre en page un manuel de robot qui fait 300 pages, ça m'a pris 3 mois, avec que des copier-coller et des photos à l'iPhone mis dedans qui avait pris le client, enfin vraiment des projets pas passionnants du tout. Là je me suis dit va falloir faire un choix où tu reviens plus vers l'illustration, qui est un peu ce que tu sais faire le mieux et ce qui te plaît vraiment, pour pouvoir en inclure au maximum dans tes projets de graphisme, ou tu te tapes une carrière où tu fais que de l'exé avec des choses que t'aimes pas. Et du coup, je me suis forcée à remettre beaucoup d'illustrations dans mon portfolio, pour qu'on m'appelle pour ça. Et au fur et à mesure, ça c'est venu. Et l'illustration à côté en création de contenu, vraiment ce que je fais sur Insta, tout ça, c'est encore un autre cheminement. C'était quelque chose que j'ai fait pour moi, pas du tout pour le boulot à la base, en me disant ça fait longtemps que j'ai pas dessiné, j'aimerais bien m'y remettre un peu, prendre mon iPad, parce que ça faisait pas longtemps que j'avais un iPad et que j'avais envie de l'utiliser un peu mieux, quoi. Et de me mettre à plus dessiner pour pouvoir m'améliorer. Et du coup,
mes dessins, au lieu qu'ils restent dans mon iPad et ne rien faire, je les ai postés sur Instagram. Donc, c'est deux choses vraiment différentes. C'est mon parcours un peu professionnel avec le freelance graphisme et à côté, comment j'en suis venue à faire de la création de contenu, quoi. Et ça tombe bien parce qu'on va parler des deux aujourd'hui. Là, tu es vraiment parti tout de suite dans l'illustration en parlant du freelance. Et moi, j'aimerais bien revenir un tout petit peu sur ton parcours parce que j'ai écouté des podcasts de ta part et j'ai un peu suivi ton parcours. Okay. Et toi, tu as dit que quand tu as fait tes études, tu as fait des stages. Oui. Et c'est des choses où tu voulais travailler dans le packaging, c'est ça, et où après, justement, tu as décidé de partir dans l'illustration après ça. Mm-hmm. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'abord de vouloir tester le packaging et qui est-ce qui a fait ensuite que tu as décidé d'arrêter ce parcours-là alors que c'était quelque chose qui t'intéressait? Ouais. Alors, le packaging, ça a été une phase, pas très longue, mais ça a été une phase. En fait, comme je te disais, j'étais pas hyper bonne par rapport aux gens de ma classe, pas en graphisme en général, peut-être juste par rapport aux gens de ma classe. Et parmi toutes les matières, j'ai pris la matière où j'étais pas trop mauvaise. Dans les trucs vraiment graphisme à part l'illustration, et du coup il y avait le packaging où je trouvais ça plutôt chouette. Quand je regardais les inspi pour faire des projets genre sur Dribble, Pinterest et tout, il y avait des trucs trop stylés avec justement beaucoup d'illus dessus, avec beaucoup de couleurs par rapport aux packs qu'on faisait qu'on voit partout ici dans les supermarchés, tout ça. Je sais pas si t'es déjà allé genre aux Pays-Bas ou en Allemagne, les packaging là-bas c'est trop beau et tout. Et bref, c'est plein de trucs comme ça où je me suis dit, la combinaison entre je suis pas trop mauvaise dans cette matière et ça m'intéresse, allons faire un stage dans le packaging, quoi. Et aussi, après, je sais même plus si j'ai postulé dans plusieurs stages. Bref, je suis arrivée dans un stage en pack et ça m'a pas trop plu, ça m'intéressait dans le sens où je me disais, je pourrais faire un truc plus tard, vraiment stylé avec du packaging, mais tout de suite maintenant, je suis dans un stage où je fais de la retouche photo de pâtes pour des visuels Lustucru pendant 3 mois. Ça a l'air vachement bien. Donc, c'était pas terrible. C'est sûr, au moins, t'apprends Photoshop par cœur, tu sais faire ta retouche derrière, mais au bout de 3 mois, je te dis, je faisais retouche pâtes, des bouts de tomates et des bouts de poulet pour Lustucru, les riz, les pâtes. Et du coup, le packaging, ça m'est un peu passé. J'ai fait quand même un deuxième stage dans une petite boîte de pack à Sao Paulo, où là, on n'était que 3. Et eux, par contre, comme c'était une toute petite boîte, ils faisaient des trucs hyper stylés, vraiment, ce que tu vois, comme je te dis, sur Pinterest et Dribble. Et je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Eux, ils vont m'apprendre à faire exactement ce que je voudrais faire avec du packaging, c'est-à-dire remettre de l'illustration, un truc très créatif, vraiment joyeux, trop stylé. Bon, ça s'est pas très bien passé parce que la boîte fait que les gens qui étaient dedans, ils voulaient pas forcément m'apprendre. C'est dommage. Ouais, voilà. Ils étaient hyper sympas avec moi, mais ils savaient pas déléguer, ils savaient pas quoi faire de moi, et du coup, ils m'ont jamais donné de boulot à eux à faire. Donc, je n'ai rien appris. Donc, quand je suis revenue en France après ce stage, je me suis dit, bon, ça m'énerve le packaging. Là, j'ai l'impression de tourner en rond, donc peut-être que on verra ça plus tard, quoi. J'en sais rien, mais c'était pas, je me voyais pas faire postuler pour avoir un job dans du pack, en tout cas. D'accord. Et c'est là où tu décides de te lancer dans l'illustration? Pas encore, non. Ça, c'est vraiment... En fait, ce deuxième stage, je l'ai fait après mon diplôme, juste avant de me mettre en freelance en retournant en France. Donc ça, c'était fin 2017, début 2018. Et j'ai fait toute une première année que graphisme. D'accord. Juste pour pouvoir me mettre en freelance et commencer à gagner un petit peu d'argent. Donc, je misais pas du tout sur l'illustration parce que pour moi, c'était pas possible de gagner de l'argent en tant qu'illustrateur freelance. Je connaissais rien au freelancing, hein, je précise. Donc, c'est pour ça que je me suis tapé des missions et des missions et des missions que en exé graphisme. Parce que pour moi, on pouvait que trouver ça. Et sur Malte, ça commençait à bien venir. En fait, à force de faire petite mission par petite mission, l'algorithme Malte a fait que ça m'a mis vachement en avant. Et du coup, j'étais appelée que pour ça. Donc, j'ai eu plein de missions en 2018, surtout sur la deuxième partie de l'année, le temps que ça se lance, mais que des petits machins à droite, à gauche, payés au lance-pierre, mais qui ont fait qu'après, grâce à l'algorithme Malte qui m'a mis en avant grâce à toutes ces petites merdouilles de missions comme ça à droite à gauche, j'ai réussi à me mettre en avant et du coup à refaire mon portfolio pour qu'il soit vraiment adapté à ce que je voulais proposer. Et début 2019, quand je me suis un peu plus remis la tête dans qu'est-ce que t'es le freelance exactement, comment on fait pour démarcher les clients et pour se faire payer correctement, boum, là c'est mieux parti et j'ai réussi à faire du graphisme et durant 2019 mixer avec de l'illustration au fur et à mesure. C'est pas venu en 2 semaines. Ouais, du coup j'aimerais bien parler de ça. C'est intéressant de se dire que
quand on te suit, on a l'impression que tu fais de l'illustration depuis toujours, que tu as toujours fait ça. Okay, non. Et je trouve ça très intéressant de voir que pendant 1 an, tu as fait du graphisme et après, tu as fait un petit peu d'illustration. Et du coup, comment tu as fait pour, justement, petit à petit, on va dire, te réorienter par rapport à ce que tu proposes, à dire c'est de plus en plus de l'illustration, comment tu fais pour te vendre? Tu as parlé un tout petit peu tout à l'heure de refaire ton portfolio. Comment ça se passe justement de faire ce pivot pour ne proposer que de l'illustration? Alors, j'ai pas de recette magique, je le dis tout de suite. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, comment tu l'as fait? Ouais, comment je l'ai fait? Déjà, c'était aussi je pense que déjà, au début, c'était le sentiment de j'ai plus envie de faire ça, avec le graphisme pur et dur, en vraiment exé, et de revenir à un truc un peu illustration. Et du coup, je me suis dit, mais comment je peux faire pour que les clients, ils veulent acheter l'illustration que moi, je leur fais, quoi. Et la question se répond simplement, si tu veux qu'on t'appelle pour l'illustration, mets-en dans ton portfolio. Donc, j'avais pas le choix, j'avais pas fait d'illustration depuis l'école, j'avais très peu de projets avec un peu d'illu dedans, et c'était des illus très vectoriels, corporate, donc bon, c'était bien quand même, mais c'était pas hyper cool non plus. Du coup, je me suis remis à en faire un peu à droite à gauche, juste pour moi, et mettre dans mon portfolio, tu sais, en faisant comme des projets d'école. Tu fais des faux projets, tu fais des rebranding, tu refais une marque, n'importe, juste des faux projets, mais qui paraissent assez vrais pour que des clients qui viennent voir ton site et ton portfolio, on n'est plus des étudiants, tu postules pas pour un stage. Donc, je me suis bien rendu compte que quand un client venait sur mon portfolio, Malte, mon site, n'importe, il fallait qu'il croie que ce soit un vrai projet. Que quand ils m'appellent, ils me disent « Ah, j'ai vu ce que vous avez fait pour... » et que moi, je suis là. Ouais, bon, c'est un faux projet, mais si vous avez cru que c'était un vrai, c'est parfait, tu vois. Parce que s'il voit que c'est un projet d'école, il va jamais m'appeler, quoi. Et donc, j'ai commencé à faire 2-3... Je me rappelle même plus ce que j'ai fait, des tout petits projets comme ça, ou juste des illus toutes seules que j'ai mis sur mon portfolio. Et au fur et à mesure, les premiers qui m'ont appelé, c'était une agence qui voulait que je bosse pour eux, et j'ai bossé pour Vinci Autoroute. Donc franchement, j'étais genre, wow, c'est bien, ça marche bien, merci. Et du coup, ils m'ont fait faire plein d'illustrations pour le rebranding de Vinci Autoroute, et qui sont encore aujourd'hui sur les autoroutes. À chaque fois que je prends la voiture sur l'autoroute, je suis là, oui, je les vois encore. Et c'est trop cool, quoi. C'est pas du tout le style que j'ai aujourd'hui, mais j'étais tellement contente d'avoir fait ça. Et après, effectivement, j'ai eu la chance, j'ai eu un gros nom, tu vois. C'est pas un gros client parce que j'étais pour l'agence, mais un gros nom dès le début, du coup, que j'ai pu remettre en avant derrière. Et après, les gens m'appelaient parce qu'ils avaient vu mes illustrations sur le projet Vinci Autoroute. Et j'étais là, waouh, super, quoi. Donc après, ça s'est un peu plus enchaîné, mais je suis partie complètement dans des, grâce, j'en sais rien, à Vinci Autoroute, à des illustrations complètement corporate. Donc vectorielles et tout. Et j'ai fait après beaucoup d'illustrations pour des motion design. Du coup, je faisais que la partie élue. Je ne l'anime pas, j'aime pas ça, j'ai pas la patience. Et du coup, j'ai bossé pas mal pour différentes agences ou des freelances qui font plutôt du motion et de leur faire tous les fichiers illustration, quoi. Mais comme quoi, je pense que si tu veux faire un pivot à un moment, que ce soit illustration ou autre chose, enfin surtout montre de quoi tu es capable et fais les choses qui paraissent hyper professionnelles, comme si c'était des vrais projets. Il faut que ça paraisse vrai au maximum. Et après, je pense que si tu le mets assez en avant, il n'y a pas forcément de problème. Les gens, ils vont finir par t'appeler pour ça parce qu'ils vont voir ce que tu sais déjà faire, quoi. Je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est le cas, là tu parles de l'illustration, mais je trouve que c'est aussi le cas partout. Par exemple, sur ce podcast, on parle souvent de product design. Et autour de moi, il y a des gens qui veulent devenir product designer. Et en fait, c'est généralement ce que je leur dis. Fais des maquettes et fais des... Reconstruis un produit de zéro, explique pourquoi tu le fais. En fait, à un moment, ça va prendre tout seul. Et en fait, tu es l'exemple de bien ça. sûr. De toute façon, c'est pareil dans tout. Hein. Si tu veux apprendre à faire du vélo, tu peux étudier le manuel du vélo autant que tu veux. Tant que tu n'en feras pas, c'est pareil. C'est exactement ça. Tu as parlé d'une chose qui est intéressante, c'est... Tu as dit que pour Vinci, tu as fait des illustrations qui sont dans un style qui n'est pas le style que tu as aujourd'hui. Mm-hmm. Et je me suis posé cette question qui est, quand un client te contacte pour faire des illustrations, comment ça se passe? Est-ce que le client arrive et tu dis, voilà, moi j'ai besoin de telle et telle illustration et je veux que ça soit dans tel style, fais-le pour moi? Ou c'est un travail qui est un peu plus... on va dire intéressant, j'imagine, pour toi, ils arrivent avec quelques idées et se disent voilà, qu'est-ce que vous nous proposez, qu'est-ce que vous pouvez faire, comment ça se passe? Il y a les deux cas. Ça, forcément, c'est généralement, tu peux faire ou les deux, ou l'un, ou l'autre, n'importe. Pour moi, pour expliquer un peu la différence, pareil, quand j'essaye toujours de trouver des moyens hyper simples d'expliquer ces trucs-là, le fait de bosser
pour un client qui te demande un style particulier, pour moi, c'est plus un graphiste illustrateur, graphiste DA dans le sens où tu vas t'adapter à la demande client. Et de l'autre côté, quand c'est un client qui vient te voir pour ton style, ça penche plus vers le côté artiste pour moi. Où là, on vient te voir parce que c'est toi, c'est tes dessins, c'est ton art, c'est ta musique, enfin voilà. Et t'es pas juste un exécutant ou un directeur artistique. Et du coup, je fais un peu des deux. Bon, là maintenant, en 2021, j'essaye un peu de pencher plus vers le côté artiste, où c'est ma marque personnelle. Mais je fais encore un petit peu, et j'en ai fait beaucoup. C'est plutôt le côté graphiste, où du coup, le client vient me voir en me demandant exactement, j'ai vu ce style-là sur n'importe quel site, ou régulièrement, c'est sur Google Images, ou je ne sais sur quelle banque d'images, et je voudrais ce style-là. Et donc là, c'était mon rôle de les conseiller, leur dire oui ou non, en fonction de leur identité, en fonction de ce qu'ils font aujourd'hui, est-ce que ça va avec le reste, pour pouvoir les aiguiller. Mais je participe dans le sens, on va choisir un style. On choisit ensemble. Bien sûr, je vais choisir un truc que je sais faire. Je vais pas leur proposer de la gouache alors que j'en ai jamais fait, logique. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur un style, là, je fais les illustrations qu'ils m'ont demandé dans le brief avec ce style qu'on a choisi ensemble pour que ça aille avec leur style. Donc avec leur style, avec leur marque, quoi. Donc c'est totalement un travail de DA, graphiste, ça va avec, quoi. Je comprends. Et du coup, c'est étant complètement non familier au secteur des freelances et à tout ce qui est DA, toi, quand tu as toute cette partie de conseil-là, c'est quelque chose qui fait partie de ta mission ou c'est quelque chose qui est plus en amont que tu vas faire avant de faire un devis, avant de faire payer ton client, ou c'est vraiment tu es là pour les accompagner du début à la fin? Je suis obligée de le faire avant le devis parce qu'en fonction du style d'illustration qu'on choisit, le devis sera pas le même. Forcément. Si tu choisis quelque chose de très minimaliste, un peu style icône, et que tu me demandes 50 illustrations, ça va prendre tant de jours. Si tu me demandes un truc hyper complexe, avec à chaque fois il faut une illustration plus un mini décor derrière, que ce soit des personnages en entier, qui fassent une fois du vélo, une fois dans une voiture, une fois sur une moto, tu vois, des choses comme ça, et que tu me demandes 50, c'est pas possible, ce sera jamais la même chose. Donc, je suis obligée déjà d'au moins aiguiller. Pas forcément que ce soit un style définitif, mais au moins qu'on se mette d'accord sur à peu près quel style d'illustration ça va être pour que moi je puisse faire un devis, quoi. Normalement, c'est comme ça. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai toujours fait. Je te pose la question. Je sais pas du tout comment ça se passe et j'ai envie d'apprendre et de comprendre comment ça se passe. Et tout à l'heure, tu parlais de Vinci où tu as dit voilà, j'ai fait des illustrations pour eux. J'imagine que c'est plutôt du one-shot, tu vas le faire une fois, tu vas en faire beaucoup ou pas, et après tu vas avoir d'autres clients. Est-ce que tu as d'autres clients qui reviennent et qui ont un besoin régulier? Est-ce que toi, tu peux être un peu illustratrice à mi-temps d'une startup, par exemple, qui a besoin d'illustration et qui revient tout le temps? Et comment ça se passe avec ces personnes-là pour créer une relation de confiance au fur et à mesure du temps et pour t'inspirer aussi de la marque et de l'entreprise pour justement refléter ça dans tes illustrations? Alors, juste pour le cas Vinci, en fait, moi, j'avais été appelée surtout devant l'agence pour définir un style d'illustration. Comme je te disais, j'étais là pour dire, on va tester plusieurs styles et en fonction de celui qui plaît le plus et à l'agence, qui sont mes clients directs, et à Vinci derrière, on va faire une banque d'images de base. Donc moi, j'ai fait des personnages, les enfants, les adultes, les grands-parents, tu vois, des personnes différentes couleurs qui vont avec les couleurs du coup de la marque, parce que entre les couleurs de peau et les couleurs de la marque pour que tu utilises dans les décors, dans les vêtements et tout, faut que ça matche. Donc en gros voilà, je leur faisais leur banque d'images de base, donc c'était du one shot dans le sens où après l'agence, une fois qu'ils m'ont vu faire et qu'ils ont vu ma banque d'images qu'ils avaient en stock, après ils peuvent décliner. Donc recréer des vêtements, recréer des voitures, là c'était du coup des voitures, des décors, tout ça en se basant sur le style que moi j'avais défini. Donc ça m'est arrivé de rebosser une fois après avec eux parce qu'il fallait que je fasse plus de décors. Et là, ils n'étaient pas capables de le faire parce qu'ils n'étaient pas illustrateurs de base, ils étaient que graphistes. Dans le sens où il fallait faire un péage vu de profil, mais légèrement en biais. Tu vois, quelque chose un peu complexe. Du coup, ils m'ont dit, tu peux revenir quelques jours, s'il te plaît. Mais après, ils se sont complètement débrouillés tout seuls. Mais dans le deuxième cas, ce que tu me disais, être... illustratrice sur un projet, par exemple, d'une start-up récurrent, c'est totalement possible dans le sens où si, tu vois, l'agence, eux, ils avaient des graphistes. Donc,
ils savent faire quand même. Tout le monde en graphisme, on t'apprend quand même des bases d'illustration. Donc ils savent utiliser Photoshop, Illustrator, tout ça. Là, t'es vraiment plutôt là pour les aider à définir c'est ça. Une guideline, des guidelines pour savoir vers où tu vas aller par la suite et que chacun se débrouille pour garder une cohérence dans le temps. Okay. Alors que pour une startup, s'ils n'ont pas de graphiste en interne ni rien, bah forcément, ils vont pas se casser la tête à essayer de comprendre comment Illustrator marche pour continuer une banque d'images. Ils vont m'appeler dès qu'ils vont avoir besoin de plusieurs images. Pour te donner un exemple, j'ai pas d'exemple de client en tête, mais bon, je pense que tu vas comprendre avec l'exemple que je te donne là. Si je fais une mini banque d'images pour une boutique. On va dire une boutique de tech, tu vois. Ils vont m'appeler, ils vont me dire, bah voilà, pour cette boutique de tech, on en a besoin d'un ordinateur, d'un personnage, d'un vendeur, d'un caissier, de différents, voilà, des choses qu'on vend et d'une devanture de boutique. Donc, on va partir sur 20 illustrations. Ok, pas de souci. 2 mois après, ils peuvent me rappeler en me disant, bah voilà, on voudrait faire une promo pour Noël. Du coup, on aurait besoin que tu nous fasses quelques trucs de Noël pour ajouter sur la banque d'illustration. Plus la façade, la refaire, mais aux couleurs de Noël pour qu'on puisse faire une pub sur notre LinkedIn, tu vois. Et après, on va refaire un truc pour la Saint-Valentin, pour la fête des mères, pour l'été. Et après, ils vont changer la couleur des polos, tu vois. Du coup, il va falloir refaire tous les personnages avec les nouveaux polos. Ça va être moindre, sauf si décide de tout changer, bien sûr. Mais tu peux totalement construire une relation long terme avec une boîte en tant qu'illustrateur, dans le sens où il y aura toujours des petits besoins comme ça à droite, à gauche. Et si à un moment, ils décident de changer leur identité, ce qui arrive généralement souvent, j'ai l'impression, sur des startups ou des petites boîtes, bah là, s'ils te font confiance déjà depuis un moment, normalement, il n'y a pas de souci. Ils vont pouvoir te rappeler pour pouvoir, pourquoi pas, même faire plus que l'illustration. Si t'es graphiste encore à côté, peut-être que c'est à toi qu'ils vont confier leur nouveau logo ou des choses comme ça. Et en plus, ce qui est trop bien j'ai l'impression dans ces métiers-là, dans ces écosystèmes-là, c'est qu'il y a beaucoup de bouche à oreille. Donc, si tu commences à faire l'illustration pour toute l'identité d'une startup, bah, t'es sûr que tu vas pouvoir faire plein d'autres identités de startup derrière parce que ça passe très, très vite en bouche à oreille, j'ai l'impression, sur Internet, quoi. Et toi, ça t'est déjà arrivé? J'imagine que tu peux pas nous donner forcément d'exemples de clients, mais t'as déjà des clients, est-ce que t'as encore aujourd'hui, pour lesquels justement t'as fait des illustrations, puis après tu les as aidés un peu sur de la DA, même si tu fais plus trop ça? Est-ce que c'est une relation que t'as créée aujourd'hui, ou t'essayes beaucoup plus de travailler sur ta propre image de marque aujourd'hui et de te détacher de plus en plus de tes clients? Alors, j'essaye de me détacher de plus en plus de mes clients, oui. Ça, c'est sûr. J'ai fait quelques marques. J'essaye de chercher des exemples. J'ai l'impression que c'est tellement loin, alors que c'était il y a 2 ans, tu vois. Que forcément, j'en ai fait des choses où ça a duré au moins 1 an, des choses comme ça. J'ai pas d'exemple en tête. Mais ouais, aujourd'hui, j'essaye de m'éloigner un petit peu de ça pour pouvoir créer ma propre image de marque et attirer toujours dans le même sens qu'on parlait tout à l'heure avec le portfolio, fais des choses pour lesquelles tu veux être appelé. Donc créer mon propre univers et que là les clients quand ils viennent me voir, ils me disent salut Aurore, on veut ton style et on veut qu'il y ait marqué Aurore. Dans le sens qu'on voit tout de suite que c'est toi et pas juste un style lambda corporate pour une boîte. Et du coup, c'est pas le même type de client. Donc ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que une fois que tu es habitué à un style de client et que tu t'y connais bien, c'est super dur de changer, de pivoter complètement. Mais après, je me donne du temps. Tu vois, la première fois, comme je te disais tout à l'heure, ça s'est pas fait en 2 semaines. Donc là, ça fait peut-être 6 mois que je bosse dessus par rapport au pivot comme ça avec vraiment mon style illustration et après en plus création de contenu ça fait même pas 3 mois donc c'est rien, c'est le début, ça arrive tout doucement mais je me donne au moins 2-3 ans quoi. Et ça tombe bien parce que c'est ce dont j'avais envie de te parler, donc tu m'offres une transition toute trouvée. Effectivement tu as ton propre style, c'est pour ça que d'ailleurs nous quand on t'a contacté pour faire des illustrations c'est parce que tu avais ton propre style et ce qu'on voulait. Comment tu le définirais ce style? C'est dur de mettre des adjectifs sur un style. Moi, je dirais qu'il est... je sais pas comment dire ça. De ce que j'ai beaucoup entendu, parce que j'avais déjà essayé il y a quelques années de mettre ce style-là à des prospects, à des clients et tout, mais plutôt corporate. Tout de suite, ils m'ont dit « Ah non, c'est trop enfantin, trop coloré, trop joyeux, ça va pas du tout. » On aime être triste.
Ouais, voilà, on veut des trucs très froids, très minimalistes. Et moi, j'étais pas du tout dans ce style-là, donc forcément, parce que je m'adressais pas à la bonne cible, voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'essaye aussi de changer. Mais après, moi, j'aime bien. Moi, je trouve que mon style, il va totalement à quelque chose d'un peu corporate. Regarde, avec ton entreprise, ça a bien fonctionné aussi, quoi. Alors que pour moi, j'avais l'impression que tout le monde me disait non, 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 ça va pas. Et au final, si, on a bien prouvé que c'était possible. Et après, ce que je fais sur les réseaux sociaux et ce que je fais en tant que freelance, c'est un style qui se ressemble, mais c'est pas exactement non plus une copie conforme. Tu l'adaptes, ce qui est normal parce que c'est pas la même cible, c'est pas le même usage. Mais non, moi je sais pas comment je le définirais. Toi, tu le définirais comment? Toi qui l'as vu. Il est vu. C'est une bonne question. Je m'attendais pas à ce que tu me la reposes. Mais je pense. Aide-moi, Gauthier. Moi, je dirais très coloré et joyeux. Et c'est un peu ce qu'on cherchait du coup nous quand on voulait faire des illustrations, et c'est ce qui nous a aussi beaucoup attiré. Comment tu fais en tant qu'illustratrice pour justement trouver ton style? La question à 1 million. Mais là, je parle de toi. Je veux pas une recette magique parce que je sais que ça n'existe pas. Mais toi, comment t'as fait pour trouver ton style? Je sais pas. Je vois tellement d'images tout le temps. Parce que, en plus, j'adore les réseaux sociaux. J'adore Internet, scroller, Pinterest, Dribbble, Behance. J'adore ça. Donc, à force de voir des images, tu te fais un œil. Et forcément, tu te fais aussi une culture et des goûts. Et à force, tes goûts, ils s'affinent en fonction de ce que t'aimes, pas ce que les autres, ni rien, parce que c'est toi qui regardes. Et au bout d'un moment, t'as juste envie de faire la même chose. Enfin, c'est comme quand tu vois des vêtements, au bout d'un moment, t'as un style de vêtements qui te plaît et t'as envie de les acheter pour toi. Pour moi, c'est la même chose, c'est le même principe. Dans le sens où, quand tu vois des illustrations, au fur et à mesure, tu vas trouver des illustrations que t'aimes plus que d'autres. Tu vas avoir envie de les faire, d'essayer de les dessiner. Du coup, tu vas prendre un crayon ou un pinceau ou ton stylet, n'importe. Tu vas essayer 1 fois, 3 fois, 10 fois, 30 fois. Et au bout de 100 fois, tu vas le faire d'une manière qui est tienne, parce que c'est ta main, c'est ton stylo. Et c'est forgé en fonction de tout ce que tu as vu et ce que tu as le plus aimé. Donc, ton style, il se forge comme ça, tout simplement. Je pense qu'il faut pas se prendre la tête plus que ça. Fais des choses que tu aimes avec les outils que tu aimes et ça va être ton style. Et après, moi, ce que j'ai essayé aussi de faire, c'est de l'adapter pour qu'il puisse plaire aussi bien à une cible, on va dire, d'illustrateurs personnels, qui est plutôt ma communauté sur les réseaux sociaux, mais aussi une cible de potentiels clients freelance. Moi, je préfère en plus bosser avec des clients qui soient un peu plus corporate, start-up, modernes, jeunes. C'est ce qui me plaît le plus. Du coup, j'ai un style, mais qui s'adapte dans les deux situations, que je sais très bien adapter. Là, je suis en train de développer une partie de mon style aussi qui est plutôt jeunesse, édition, pour pouvoir faire encore d'autres projets à côté. Donc, on voit que c'est moi sur les 3, mais ils se ressemblent pas non plus totalement. Et les 3, je les ai orientés en fonction de ce que j'aimais et ce que j'avais envie de faire aussi. Parce que si tu fais un style que t'aimes pas trop, et après, on te demande un bouquin avec 300 pages, mais horrible. Donc, surtout, faire un style qui te plaît et où tu te sens à l'aise. Et je sais pas, après, c'est effectivement, si tu dessines que en noir et blanc et tu dessines un truc un peu gothique, émo, je ne sais quoi, tu auras peut-être plus de mal à trouver des clients. Si tu veux des clients corporate, c'est peut-être pas le bon mix. Ou alors, il va falloir trouver une façon de le marketer correctement. mais après, moi, j'ai essayé d'adapter pour que ce soit facile, accessible, et que quand j'ai des clients corporate qui viennent voir mon portfolio, qui te disent qu'ils arrivent à se projeter tout de suite en se disant « Ah ouais, ce style-là, c'est trop chouette, on se voit tout de suite sur notre identité. » Du coup, ils n'hésitent pas à m'appeler, quoi. Mais comment tu fais justement? Parce que moi, je te suis sur Instagram et beaucoup de tes illustrations sont des illustrations que tu fais pour toi, j'ai l'impression. Ouais, Dis-moi si je me trompe. Et comment tu fais justement pour faire transparaître ce côté corporate, et comment tu fais pour faire cette différence entre tes illustrations et le côté corporate? Alors pour moi, Instagram, c'est pas du tout la plateforme où mes clients viennent me voir. Alors je me rends bien compte que maintenant, il y a des personnes qui me trouvent via Instagram pour des projets freelance, alors que de base, j'y comptais pas du tout. À la base, je trouvais tous mes clients sur Malte, donc ils voyaient pas du tout ce que je faisais sur Instagram. C'est pour ça que ça m'étonne toujours quand je vois des clients qui me suivent sur Insta. Je suis genre, oula, les deux mondes se mélangent. En fait, oui, je m'en suis rendu compte, et du coup, j'avais un site qui s'appelait avec mon nom et mon prénom complet. C'était vraiment mon portfolio professionnel, et le côté Insta avec mon blog.
Comme je me suis rendu compte que tout s'était mélangé, j'ai enlevé mon site portfolio vraiment très pro et je vais essayer de faire plutôt un mélange des deux. Mais après, mon Insta, j'ai pas envie que ce soit un truc trop corpo, trop figé, parce que j'ai pas envie de retomber dans des trucs un peu trop graphisme. Du coup, il va falloir que je trouve un moyen, je pense, sur mon site ou quelque chose comme ça, de remettre une page qui fasse plus portfolio, quoi. Mais parce que pour l'instant, j'ai rien. Mais c'est hyper dur de définir un peu, tu sais, genre les catégories. Là, je veux que ce soit ce groupe-là, là, je veux que ce soit cette catégorie-là, et là, ce groupe-là. C'est hyper dur de faire ça. Je t'avoue que j'ai pas encore trouvé la bonne formule qui fonctionne pour moi. Là, j'ai de la chance, c'est que j'ai des clients récurrents maintenant. Donc, les clients avec qui je bosse régulièrement, qui me redonnent du boulot, ils vont même pas voir mon site et mes réseaux sociaux. Ça fait 2 ans qu'ils bossent avec moi. Ils savent de quoi je suis capable. Ils savent très bien ce que je fais au niveau corporate, vectoriel, tout ça. Du coup, ils ont pas besoin d'aller voir. Donc, ça, c'est cool. Et du coup, j'ai beaucoup moins de nouveaux clients, mais c'est ce que je cherche aussi, quoi. Je comprends. Si on reste sur cette idée d'avoir son style, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir quand on est illustrateur ? Non. Pourquoi ? Parce que justement, tu peux être graphiste, illustrateur, et comme je disais tout à l'heure, tu peux très bien t'adapter à... Si tu sais t'adapter dans plusieurs styles différents, bah, t'as pas besoin d'avoir ton propre style, tout simplement. Dans ces cas-là, tu vois, la question que je me suis posée ensuite, et c'est ce que j'ai écrit, c'est est-ce que du coup, avoir son propre style, donc être illustrateur sans être vraiment cette partie graphiste où tu copies tout, est-ce que ça fait de toi quelqu'un qui est beaucoup plus artiste qu'un graphiste qui fait que de l'exécutif ? J'aime pas trop ce mot artiste. Ça fait très, comme je disais tout à l'heure, beaux-arts, peintre et tout. C'est pour ça, mais tu vois, quand tu te vois faire des dessins sur Instagram, c'est hyper cool. Mais pour moi, c'est une vision un peu artistique de ton style. Je dirais que c'est une version plus créative. Je sais pas si... Après, c'est vrai, c'est plus artistique. C'est juste que, personnellement, j'aime pas trop ce mot parce que ça fait très... l'artiste malmené qui essaye à tout prix de vendre son style d'illustration, tu vois. J'aime pas ce cliché comme ça. Mais si, effectivement, c'est un peu plus artiste, un peu plus créatif que un graphiste DA qui va plus s'adapter à un style et du coup, qui va peut-être chercher moins loin dans des idées, dans un imaginaire. Je pense que ça dépend vraiment, toi, en tant que client, qu'est-ce que tu as besoin pour ton projet ? Est-ce que tu sais déjà exactement ce que tu as besoin comme style d'illustration et comme illustration ? Ou est-ce que tu as besoin qu'on te propose des choses ? Donc, en fonction de ça aussi, tu peux t'orienter vers quelqu'un qui est plus graphiste, illustrateur ou illustrateur, artiste. Allez, on va mettre des guillemets à chaque fois artiste, comme ça je le dis normalement. Donc, c'est l'un ou l'autre, quoi. C'est vraiment 2 choses différentes pour moi. D'accord. Et tu disais dans une interview que toi, tu avais toujours en tête ce à quoi va servir ton illustration, si tu vas la mettre sur les réseaux sociaux, si tu vas essayer de la vendre, etc. Ce qui est une bonne transition puisque tu as ouvert ta boutique là hier, au moment où on enregistre le podcast. Est-ce que c'est quelque chose que tu as dit comme ça ou est-ce que c'est vraiment comme ça que tu travailles ? Dès que tu vas travailler sur une illustration, tu as tout de suite en tête ce que tu vas faire derrière avec ? Alors, c'est peut-être mon côté un peu business. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'illustrateurs qui ne seront pas du tout d'accord avec moi, qui sont plus, du coup, peut-être artistes à dessiner pour dessiner. Moi, j'ai un côté un peu business. C'est peut-être mes travers de DA, je ne sais pas, où j'aime bien faire quelque chose avec tout ce que je fais, dans le sens où quand je fais une illustration, bon, pas les croquis, on va mettre ça de côté, croquis, carnet, non, mais quand je fais une illustration sur mon iPad, j'aime bien qu'elle serve à quelque chose, qu'elle reste pas juste sur ton ordi, sur ton iPad, tu vois. Comme si tu prends des photos, c'est trop bête de laisser cette photo sur un disque dur où tu le verras jamais. Imprime-la, encadre-la, fais quelque chose avec, fais une carte que t'offres à la personne et tout. C'est trop bien. Ou vends-la sur des sites de stock si t'as besoin d'argent. J'en sais rien. Après, c'est 2 choses différentes. Tu fais pas avec les mêmes photos. Mais et les illustrations, c'est pareil. Ce que je fais sur Instagram, j'essaye de me dire, cette illustration-là, j'aimerais bien, je la verrais plus imprimée pour faire un poster, pour faire de la déco, ok? Ou est-ce qu'elle aura plus je sais pas, un univers, un truc un peu plus utile que je pourrais vendre sur du stock ou quelque chose comme ça. Après, j'ai pas toujours fait ça. Là, c'est très récent, cette façon de raisonner, tout simplement parce que j'essaye de construire ma propre marque et un business, tu vois, avec des rentrées d'argent. Mais il y a un an, c'était pas du tout comme ça que je raisonnais. Il y a un an, c'était plus, je
publie sur Instagram parce que j'ai besoin de m'améliorer et j'ai besoin de dessiner. Et du coup, il faut que ça sorte. Dans le sens où, si ça reste dans mon iPad, moi, c'est comme ça. Quand on me challenge à réussir quelque chose, je suis le type de personne où il va falloir que tu regardes et tous les jours, il faut compter, tu vois. Si tu dis, je vais faire un challenge de sport, il va falloir que tu le fasses avec moi et qu'on compte tous les jours et que tu me motives. Donc, le fait de publier sur Instagram mes illustrations l'année dernière, ça m'a motivé à vraiment tenir le rythme et à publier pratiquement une illustration par jour pendant 1 an. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais noté. Tu as fait ça pendant 1 an. Ton objectif, c'était vraiment de t'améliorer, c'est ça? Ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu voulais vraiment en fait le mettre sur Instagram plutôt que, je sais pas, juste de le partager à tes amis, ou qu'est-ce qui fait que... C'était plus, comme je disais, un challenge personnel. Ouais. Et j'adore les réseaux sociaux, comme je disais aussi tout à l'heure. Donc moi, ça ne me dérange absolument pas de publier des trucs sur Instagram. Et le truc que quand tu publies sur Insta, c'est qu'il y a des gens qui répondent. Au début, quand tu as 50 followers, non. Mais après, tu commences à avoir des gens qui te répondent et qui t'encouragent et qui te mettent un like, un commentaire, machin. Et t'es là, oh, mais c'est trop cool, c'est trop sympa. Et au final, si tu peux juste faire sourire 3 personnes avec ton illustration au lieu qu'elle reste au fond de ton iPad, moi, j'étais là, mais c'est trop cool. C'est de l'encouragement, quoi. Et c'est comme je te disais, le fait de noter, tu vois, ting, 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 à chaque fois que tu fais quelque chose, ça m'a encouragée et du coup, je trouvais ça trop cool. Et en voyant ton défi du coup de dessiner pendant 1 an, la première question que je me suis posée, c'est comment tu fais pour trouver l'inspiration tous les jours pour faire un nouveau dessin? C'était pas facile. Je me doute. C'est pour ça que je te posais la question, parce que je suis repassé sur ton profil Instagram pour préparer cette émission. J'ai revu tout ce que tu as fait. Et en le voyant, j'étais là, je me dis, mais si moi demain je me lance dans ça, j'arriverai jamais à trouver autant d'idées aussi facilement. Mais en vrai, enfin, si je devais le refaire là tout de suite maintenant et que tu me dis sors-moi 50 thèmes d'illus, je pense que je serais capable de te le faire en moins d'une demi-heure. En fait, c'est une façon de faire. Allez, vas-y. Crayon, papier. Non. En vrai, je te dis, je regarde beaucoup les réseaux sociaux, plein de sites d'inspiration et tout. Et au bout d'un moment, il faut juste que tu focalises ton attention. Un truc qu'on a tous beaucoup de mal à faire aujourd'hui à cause de tout ce qu'on voit. Mais quand il faut produire, il faut produire. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends Insta, je scrolle, ou je regarde ce que j'ai mis de côté. Tu sais, tu peux te faire un tableau d'inspiration aussi sur Insta comme sur Pinterest. Tu regardes ce que tu as mis de côté et t'en choisis un. Tu choisis une illu ou une photo, ou n'importe en fonction de ce que tu veux faire. Tu choisis et tu dis, bah voilà, cette illu, elle parle de quoi? Bah, je vais faire un truc sur ce thème-là. Et tu reprends ce thème avec ton style? Voilà, tu repars de zéro, mais tu reprends avec ce thème-là. Si tu vois une illu et sur l'illu, il y a... je sais pas, c'est une illustration de nourriture avec une tasse de café et un muffin à côté. Ok, bah faut que je fasse une tasse de café et un muffin, ou quelque chose qui s'apparente au petit déjeuner. Donc là, tu prends ta feuille, tu fais 3-4 croquis, t'essayes de mettre ta tasse de café dans un angle que t'arrives à dessiner, tu vois. Ton gâteau, ton machin, et puis après, bah, je prends une autre illustration, je regarde les couleurs, je cherche une palette de couleurs qui me plaît bien sur une autre illu, je l'importe dans mon application de dessin, je prends la palette de couleurs, donc pas forcément la même illu d'inspiration que celle où il y avait l'objet, tu vois. Et j'en refais une. Et de toute façon, quand j'ai fait ça l'année dernière, il fallait que ça prenne moins d'1 heure. Hein. Dans le sens du moment où je vais ouvrir mon application et chercher l'inspiration jusqu'au moment où je vais poster. Faut que ça prenne moins d'1 heure, sinon c'est pas possible, je l'aurais jamais fait. Je suis un peu feignasse aussi, donc il fallait que ça aille vite. Et faut pas chercher plus loin que ça. Franchement, si tu vas chercher trop loin, tu vas prendre beaucoup plus de temps. Bah, tu auras sûrement des illustrations beaucoup plus détaillées, beaucoup plus belles et tout, mais c'était pas le but. Le but, c'était de sortir des choses régulièrement et de m'améliorer rapidement. Donc, au bout d'un moment, tant pis, c'est quantité et pas qualité, mais au moins, c'est sorti, quoi. Avec le recul, justement, tu dis que ça a été bénéfique pour toi? Ça a été super bénéfique. Après, c'est sûr que ces illustrations que j'ai fait l'année dernière, je ne les encadrerai pas. Surtout au début d'année, c'était vraiment pas terrible. Bah, moi, de mon point de vue aujourd'hui. Mais c'était hyper bénéfique. Aussi bien pour moi, comment je dessine, pour m'apprendre à comment être, comment tu dis, productive, améliorer mon process créatif, puis après j'ai augmenté la communauté sur Instagram, j'ai appris à utiliser les réseaux sociaux, j'ai appris à connaître d'autres personnes qui faisaient le même métier que moi, parce que forcément en augmentant ma communauté sur Instagram, ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes. Ça a été bénéfique, mais dans tous les sens. Franchement, à part peut-être le seul point négatif, c'est que ça me prenait 1 heure tous les jours.
Bah bon, l'année dernière, on était chez nous, on avait que ça à faire, donc c'est plutôt bien tombé. Justement, tu travaillais encore pour des clients pendant le confinement ou à ce Ouais. moment-là, tu... Ouais, en fait, le premier confinement, oui, à fond les ballons. Il y avait encore beaucoup de projets, donc il n'y a aucun problème. Pendant l'été, ça s'est un peu calmé. Et le deuxième confinement, ça a été beaucoup plus lent. Parce que, après, moi, j'étais partie avec la machine Malte. Et du coup, pendant l'été, ça se calme. Et avant que ça reprenne, c'est un algorithme, hein, c'est un réseau social. Donc, avant que ça reprenne, ça a mis un peu de temps. Et du coup, ça a été un peu plus lent. Et c'est à ce moment-là où je me suis d'ailleurs posé la question s'il fallait pas que je fasse une transition plus vers une marque personnelle et avoir quelque chose qui soit plus viable à long terme que juste faire des one-shots, illustrations corpo avec des clients qui me rappellent pas forcément et avec un style qui me plaît un peu moins, quoi. Donc, Justement, moi, j'aimerais bien parler de ta marque, Aurore B, du coup. Là, tu as expliqué pourquoi tu l'avais créée, donc pour tout ce qui est référencement et tout ça. Comment ça se passe, justement, cette bascule d'une marque qui est toujours toi, en fait, mais où avant, tu parlais vraiment en ton nom et maintenant, tu as une marque. Est-ce que ça change vraiment quelque chose dans ton quotidien, cette marque, ou est-ce que c'est la même chose qu'avant, sous un autre nom? Après, je parle toujours en mon nom. Pour moi, en tout cas en illustration, marque personnelle, c'est dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, on m'appelle pour mon style d'illustration, pour ce que je produis moi et pas quelqu'un d'autre. Du coup, ça permet au client de focaliser plus sur une personne plutôt que sur lui, ce qu'il a besoin, un style qu'il a en tête ou quoi que ce soit. Après... je parle toujours en mon nom, c'est pas une boîte non plus, je suis pas en train de construire une start-up avec mon nom dessus, mais ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir être un espèce de couteau suisse avec vraiment une facette un peu plus freelance avec des clients, une facette plus création de contenu, du coup pour des marques, avec des collaborations, des partenariats, tout ça. Une facette où je serais plutôt service de ma communauté, pourquoi pas faire des produits digitaux, faire des formations, je pense pas, plus des cours en ligne, des choses comme ça. Et en fait, c'est marque personnelle dans ce sens-là où effectivement, ça va être une boîte, une entreprise, parce que je vais devoir faire plein de choses différentes. Je vais avoir tous mes services, tu vois. Mais je veux quand même rester quelque chose de très humain et que ce soit toujours moi qui parle et que ce soit pas un nom différent. Il y en a plein qui s'appellent studio quelque chose, tu vois, ou qui prennent vraiment un nom d'objet, un nom de n'importe quoi, un nom inventé pour pouvoir se créer une vraie marque de A à Z. Mais moi, j'ai pas forcément envie d'aller vers là. Maintenant que les gens ils me connaissent bien, tu vois, je commence à avoir pas mal de contacts et j'ai envie de rester derrière et que ce soit du style hey, salut, c'est moi et je vais te donner quelques conseils si t'as envie, tu vois. C'est rester quelque chose de très humain et un peu petit. Plus tard, j'aimerais bien peut-être créer une autre entreprise, une autre start-up à côté où je reprendrai toujours autour de l'illustration, mais ce sera pas du tout moi, pas du tout mon nom. Mais pour l'instant, si je veux rester quand même un peu petit, je commence donc dans cette catégorie-là. Donc je vais pas aller trop loin et partir trop loin au niveau entreprise. Et ce que j'aime beaucoup dans ton profil, c'est justement cette idée que au fur et à mesure du temps, t'as pivoté pour aller de plus en plus vers ce qui te plaît, mais toujours en restant raccord avec tes valeurs. Mm-hmm. Et en essayant de développer ce qui te plaît le plus et ce qui sera le plus bénéfique aux gens, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'en créant ton propre style, tu réussis à communiquer certaines expressions. Je vais reprendre notre exemple, mais quand on a demandé de faire des illustrations, on savait vers quoi on allait et pourquoi on y allait. Et je trouve ça très intéressant de voir que c'est le cheminement que tu as fait, mais que c'est pas quelque chose où un matin, tu es arrivé, tu t'es dit, bon, hop, je fais mes illustrations, voilà comment ça va être, j'ai déjà ce style-là, et puis c'est parti. T'en parles un petit peu, tu diversifies beaucoup. J'ai vu que tu as fait plein de choses en fouillant. Donc, tu parlais d'Instagram. Tout à l'heure, je parlais un peu de ta boutique. Tu as fait des lives pour Adobe pour présenter leur outil Fresco, qui est le concurrent de Procreate, c'est ça? Exact. Tu crées des illustrations pour faire des banques d'images. Pourquoi tu te diversifies autant en tant qu'illustratrice alors que, comme tu nous l'as dit, en même temps, tu crées, t'essayes de vraiment pousser ton style vers des entrepreneurs ou pour vendre tes propres outils. Comment tu fais pour attaquer tout ça sur tous les fronts et faire tout ça en même temps? C'est dur, hein, mais
Après, c'est toujours la même réflexion dans le sens où qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce que tu as envie de faire? Moi, j'ai pas envie d'être juste illustratrice. J'adore ce côté business. Je me suis beaucoup freinée de ce côté-là, surtout l'année dernière, en me disant non, focalise-toi sur l'illustration, t'inquiète, tu vas trouver des clients en illustration et puis basta, quoi. Un peu un truc facile. Je fais de l'illustration, je trouve des clients en illustration, je finis ma mission, je suis payée, point, et je recommence. Mais plus j'avance, plus je regarde des gens qui font des choses différentes et qui sont aussi ce côté business, plus ça me plaît. Et du coup, moi, comment je réfléchis à ça, c'est très simple. C'est qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Bah, fais-le, tout simplement. Et moi, j'adore ce truc business, plus aller vers les illustrateurs. Business illustration, oui. Parce que ça, c'est un truc dont personne ne parle. Et plus je pose des questions sur les réseaux sociaux autour de ces thèmes-là, plus j'ai de retours et à chaque fois je suis sur le cul à chaque fois que les gens ils m'envoient des messages en me disant mais t'es la première personne que j'entends parler de ça. Comment tu l'expliques? Bah parce que personne ose de parler de ça. En fait c'est très particulier l'illustration. C'est un vrai c'est un truc de mamie, tu vois, ça a toujours été là, l'illustrateur, l'édition jeunesse, tout ça, les magazines et tout, c'est hyper dur à faire changer. Et nous, on arrive là, illustrateur d'Instagram, ça fait même pas 5 ans que ça existe. En plus, on s'est mis à faire du YouTube et tout, des illustratrices francophones françaises qui ont des grosses chaînes YouTube. Il y en a peut-être 5. C'est que dalle, c'est un tout petit monde, c'est une toute petite niche. Et tout le monde est en train un peu de chercher quel sujet plaise et tout. Et la plupart des gens, ils parlent que d'illustration. Pas tous, hein, mais il y en a beaucoup, quand ils sont illustrateurs, ils parlent que d'illustration. Mais sauf que moi, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas que ça qui me plaît. J'ai aussi un côté business que j'ai envie d'attaquer, dont j'aime bien parler. Et du coup, j'ai essayé avec un autre sujet, tu vois, sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois, j'avais plein de retours et je me suis dit, mais en fait, non, les gens, ils veulent vraiment qu'on parle de ça. Aujourd'hui, un illustrateur, c'est pas ce qu'était un illustrateur il y a 50 ans. On n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes mentalités et tout. Et aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de graphistes qui se mettent plus illustrateurs parce qu'avec l'iPad, c'est tellement plus simple de dessiner qu'avant où il fallait faire je ne sais quoi pour être illustrateur. Du coup, il y a plein de sujets à aborder et je me suis dit, mais Aura, c'est le moment. Si tu as envie de parler de tout ça, vas-y, à fond. Parle de ce que tu as envie et au pire si les gens ça leur plaise pas, j'ai eu aussi 2-3 messages de personnes qui me disaient c'est dommage ce côté business et tout, ça fait trop entrepreneur, moi je préférais que ton côté illustrateur. Mais entre les personnes qui m'ont dit ça, donc peut-être 1 ou 2 messages versus tous les gens qui m'ont dit c'est trop cool, on a envie de développer un peu ce côté entrepreneuriat, je me suis dit bon ok d'accord, t'as touché un truc et en plus c'est un truc qui te plaît, donc oui, je pars dans tous les sens. Comme tu dis, j'attaque sur tous les fronts, mais j'essaye de poser au maximum les choses sur papier et de me faire aider. Il y a mon petit frère qui m'aide, il y a mon copain qui m'aide, et peut-être pas tout de suite, mais au fur et à mesure, avoir peut-être une équipe ou un truc comme ça, mais qui soit plus là pour m'assister, pour m'aider, mais c'est vraiment des choses que j'ai envie de développer derrière et là ça va carrément plus loin que juste l'illustration, tu vois. Bien sûr, mais c'est pour ça que j'avais envie de te parler de ça, parce que justement toi tu ne fais pas que parler d'illustration, tu parles de tout ce qui est autour et c'est vraiment la question que je me posais, où moi je me dis par exemple, tu vois, j'ai un boulot en tant que product designer, à côté j'ai un podcast et ça me prend pas mal de temps. Et toi, comment tu fais pour gérer tout ça, parce que j'ai l'impression que tu gères encore plus que moi ce que je gère par exemple aujourd'hui. Et du coup, la question que je me pose à chaque fois, c'est comment tu fais pour trouver tout ce temps? Ah bah c'est sûr que si j'avais un CDI à côté, ça me prendrait beaucoup trop de temps et ce serait beaucoup trop compliqué. Mais forcément, je me focus sur une chose et puis après l'autre. Mais là, tu vois, tout ce qui est mission client, ce que j'ai fait avec toi et ton entreprise, c'était l'avant-dernier client que j'ai eu cette année. Donc, et ça fait déjà 4 mois, un truc comme ça. Donc, j'ai eu une autre mission en juillet, mais c'est tout. À côté, j'essaye vraiment de développer d'autres choses. Tu peux pas tout faire en même temps, c'est pas possible. Du coup, là, je suis sur 1 ou 2 fronts. Je mets des objectifs par mois. J'essaye de déléguer, de me faire un peu aider sur certaines choses, notamment YouTube. Et après, d'avancer au fur et à mesure. Tu peux pas tout faire en même temps, tu vois. Mais après, tu vois, toi, si tu étais en freelance, au lieu d'être en entreprise, ça te prendrait pas 35 ou 40 heures par semaine. Ça te prendrait un peu moins de temps parce que tu arriverais à organiser tes journées différemment. Et t'aurais peut-être... Moi, j'ai jamais de réunion. J'ai jamais de call, jamais de réunion, forcément, comme j'ai très peu de clients. Donc, ça me libère quand même, je pense, beaucoup de temps quand je vois les gens autour de moi qui sont en CDI, le temps qui passe en réunion. Mais... Oui.
Ouais, on est d'accord. Là, ça marche pas trop, on est au mois d'août, donc du coup... Oui. Justement, est-ce que c'est pour ça, là, tu dis que tu as de moins en moins de clients, il y a des sujets sur lesquels tu parles que je trouve très intéressants, qui sont les revenus passifs en tant que designer, en tant qu'illustratrice, mais je pense que ça pourrait s'adapter à tous les métiers du design. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles, justement, tu t'orientes de plus en plus vers les revenus passifs? Donc, par exemple, ce que tu disais tout à l'heure, vendre des illustrations sur des stocks d'images. Est-ce que c'est une suite logique pour justement te donner plus de temps pour tes projets perso? Bien sûr, complètement, parce que faut être honnête, on peut faire tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, mais au bout d'un moment, il faut gagner de l'argent. Donc, pour l'instant, je suis sur les vivres du début d'année, tout ça, avec des missions freelance que j'ai fait, bien sûr. Mais sur le long terme, j'aimerais bien faire moins de freelance et plus lancer des nouveaux projets. Comme je te disais, j'ai envie de lancer une start-up. Enfin, j'ai plein d'idées en tête, mais pour ça, il faut de l'argent. Donc, le fait de mettre en place aujourd'hui des revenus passifs, qui aujourd'hui me rapportent que dalle, ça me paye... même pas un resto pour le moment, tu vois. On en est qu'à 2 mois, donc ça va. Mais j'espère que d'ici 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, que ça double, triple, quadruple et que ça s'augmente au fur et à mesure. Et que ce soit des choses où j'ai pas besoin de faire un focus constant dessus, dans le sens où une fois que tu as assez de choses, on va prendre l'exemple de la banque d'images. Une fois que tu as assez de choses sur ta banque d'images. Donc là, je compte y bosser régulièrement un peu par mois jusqu'à Noël. Mais après, si l'année prochaine, je fais mon focus dessus, genre 2 mois dans l'année, full time, je fais que ça. Du coup, je produis. J'arrive à doubler, tripler la capacité que j'ai d'illustration sur les plateformes. Et après, je laisse couler et je passe à autre chose. Donc, ça me permet de pas mettre mon focus sur tout en même temps, parce que sinon, je vais jamais m'en sortir et je vais juste me fatiguer. Mais derrière, c'est l'avantage des revenus passifs, c'est que ça te rapporte de l'argent même quand t'es pas en train de travailler dessus, quoi. Donc, c'est quelque chose qu'on parle très peu en France, on voit très peu ces choses-là. Et c'est vraiment c'est un déclic que j'ai eu en regardant pas mal de vidéos américaines avec des créatifs, justement, qui font ça. Où eux, déjà, c'est pas les mêmes salaires de base chez les illustrateurs aux États-Unis, même les graphistes et tout. Et de voir qu'il y avait ce complément de revenus, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse si en fait je veux pouvoir avoir la liberté de lancer des projets, de partir un peu plus en vacances, de voyager, de faire des choses différentes. Parce que en tant que freelance, la stabilité, c'est quand même un truc hyper stressant en fait, de faire les montagnes russes financières tout le temps. Et c'est bon, je l'ai déjà vécu 2 fois et c'est très chiant. Je déteste ça, c'est un des trucs qui me stresse le plus. Et du coup, si je peux m'enlever ce poil-là, ce serait quand même très très cool. Comment t'expliques justement que tout ce qui est revenu passif, mettre tes illustrations sur des stocks, ça soit pas quelque chose qui soit ancré dans la culture française, alors que effectivement, j'ai l'impression que chez les Américains, c'est tout à fait naturel. Est-ce que c'est parce qu'en France, on a plus une vision artistique de l'illustrateur? Exactement ça. Pour moi, c'est ça. C'est totalement... Aux États-Unis, ils ont plus la vision business. De toute façon, j'avais entendu ça dans une vidéo YouTube et je trouve ça hyper vrai. Quand les Américains, ils parlent d'un business, ils disent carrière. Quand t'es illustrateur, quand ils parlent de leur métier, ils disent my career. J'ai un très mauvais accent. Ma carrière, voilà. Que nous, on dit mon art. Donc déjà, ça place pas ton travail au même niveau. Après, je peux comprendre, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, ce que je produis, c'est pas de l'art. J'ai pas envie de mettre ça dans un musée. Je suis pas artiste. Je suis créatrice. Je crée des choses pour qu'ils aient un purpose, tu vois, un but. Ils servent à quelque chose, qu'ils aient un but derrière. Moi, je suis créatrice. Et du coup, c'est juste une façon de penser qui est différente. Et en France, on connaît pas ça. On nous apprend pas ça, forcément. J'ai pas fait d'école d'illustration. J'ai fait l'école de graphisme. Du coup, c'est pas la même approche. Mais j'ai l'impression que quand tu fais une école d'illustration, d'après les personnes que j'ai vues, c'est du genre... ton art, vraiment tes illus, c'est quelque chose de très précieux. Donc déjà, on va pas te payer beaucoup quand tu vas faire une bande dessinée ou un livre. Et en plus, ça va être compliqué, mais c'est de ça que tu vas vivre. Donc tu veux dire tu vas vivre d'amour et d'eau fraîche et de passion. Et de visibilité. Et de visibilité. Ouais, donc tu veux dire qu'on t'inculque dès le début qu'en fait, c'est quelque chose où tu vas être payé de misère et c'est normal. Oui. Exactement. J'en ai parlé avec une illustratrice qui fait de la BD il y a pas très longtemps et honnêtement, il dit ça à l'école, dès la première année. Forcément, ça doit pas vraiment aider. Non. Du coup, qu'est-ce qui te donne envie d'aller dans l'édition jeunesse et de faire justement des dessins pour les enfants ? Après,
c'est un projet. Là, j'en fais en ce moment, mais c'est un projet qu'on m'a proposé. Au début, je me suis vraiment tâtée. J'étais pas sûre. Je me suis dit, mais je sais pas. Et je suis toujours pas sûre que c'est un truc qui va vraiment me plaire au final. Plus je me mets dans les illustrations, plus ça me plaît. Vraiment, le fait de faire l'illustration jeunesse, je trouve ça trop cool. Mais l'édition en soi, c'est un monde qui me plaît moyen, parce que ça rapporte très peu, c'est très fermé, très ancré dans une certaine culture, et moi qui viens plutôt d'un côté un peu business entrepreneur, ça va pas du tout dans le même sens, dans les mêmes valeurs. Donc je me dis, c'est pas grave, fais-toi plaisir avec les illustrations. De toute façon, tu vas apprendre un nouveau truc, ce qui est très bien. Après ce projet, si tu veux arrêter, n'en fais plus. Et si tu veux y revenir dans 5 ou 10 ans, bah, t'en auras déjà fait un aujourd'hui, donc ça va pouvoir t'avantager sur ce côté-là, parce que ça se trouve, j'en sais rien, dans 10 ans, j'aurai tous mes revenus passifs qui marcheront. Du coup, je pourrai faire les projets que je veux. D'ici 10 ans, peut-être que j'aurai des enfants, peut-être que j'aurai envie d'écrire des bouquins pour eux. Et du coup, je pourrais le faire à ce moment-là, grâce à ce que j'ai fait aujourd'hui. Est-ce que toi, dans le travail de l'édition pour la jeunesse, du coup, on te demande principalement de faire des illustrations uniquement, ou t'écris aussi à côté? Non, j'écris pas. Okay. Là, c'est vraiment un projet où c'est la maison d'édition, quelqu'un, je sais même pas, tu vois, qui écrit et il me commande des illustrations avec, ils m'ont laissé faire pour le style, ça c'est sûr, mais dans le sens où on veut telle scène, il se passe ça, on te donne des références visuelles, donc c'est vraiment un travail de commande. D'accord. Donc c'est beaucoup plus cadré, mais c'est quand même assez libre de faire ce que tu veux, ou c'est vraiment... Ouais. Je suis libre de dessiner comme je veux, mais c'est cadré dans le sens où, comme un brief d'illustration, on va dire on veut tel personnage qui fait ça, qui parle à tel personnage avec ça de décor, et c'est dans ce sens-là. Ok, je vois tout à fait. Tout à l'heure, tu parlais d'idées de start-up dans le futur. Tu sais un petit peu ce sur quoi tu veux travailler, ce sur quoi tu veux aller. Je sais que dans une interview, tu as dit que tu voulais pas trop en parler aujourd'hui. Toujours pas. Bon. Non, parce que c'est une idée qu'on essaye, c'est pour pouvoir lancer ça potentiellement avec mon copain. Donc, pas tout de suite. Parce que on a encore beaucoup de taf et c'est pas trop facile de le faire tout de suite, mais c'est une bonne idée, je pense. Moi, c'est un truc qui me ferait vraiment plaisir, et forcément, si je commence à en parler à droite à gauche et qu'on le fait que dans 2 ans, voilà. J'aurais essayé. Oui, qui ne tente rien à rien. Exactement. Avant d'arriver à la fin de cet épisode, je t'avais envoyé une question qui est celle qui est extrêmement compliquée à préparer, à répondre si elle n'est pas préparée en avance, et qui est de savoir si tu as des ressources, des livres, des blogs, des sites à nous recommander. Alors, j'ai préparé une petite liste. Alors, après, j'ai fait une liste, mais dans le sens, ce que je conseillerais à quelqu'un qui est plutôt créatif, illustrateur. Donc, c'est bon pour toi? Très bien. Dans ce sens-là? Ouais. Cool. Alors, tu m'as demandé des livres, mais alors les livres, j'en lis très peu. Je suis pas du tout une personne qui a beaucoup lu, et du coup, j'ai jamais pris l'habitude. Donc, j'ai lu un livre qui m'a marqué en développement personnel. Je sais pas si c'est le meilleur, mais je l'ai bien aimé parce que ça m'a fait beaucoup réfléchir, surtout sur le fait de est-ce que je vais en entreprise ou est-ce que je me lance plutôt dans l'auto-entrepreneuriat. Ça s'appelle Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Donc ça marche aussi bien dans le boulot que dans la vie de tous les jours, mais ça m'a fait réaliser un petit peu de n'importe ce que tu commences dans la vie, il faut falloir juste te donner les moyens. Donc il te donne plusieurs choses à faire pour te donner les moyens et réussir à aller jusqu'à un final. Et dans le sens où je me suis dit, en fait, je suis peut-être capable de faire un truc toute seule et pas forcément aller dans une entreprise pour qu'ils me donnent que des trucs à faire et être exé toute ma vie, quoi. Juste dans ce sens-là. Donc, je dis, c'était peut-être pas le meilleur, mais moi, j'avais bien aimé ce petit livre-là. Et j'ai l'impression que ça t'a plutôt aidé, puisque j'ai l'impression que, pour en reparler encore, c'est que tout ton parcours, c'est vraiment ça. C'est à chaque fois, tu décides d'aller vers ce sur quoi tu veux travailler, ce sur quoi tu veux te développer. J'ai l'impression que c'est vachement relié à ce que tu dis. Oui, ça parle beaucoup de ces sujets-là, et aussi le rapport aux autres personnes, dans le sens où dans la vie, tu vas toujours avoir des personnes qui vont te dire mais non, c'est pas faisable, mais non, c'est pas possible, mais c'est pas sécurisé, c'est pas la sécurité que tu joues. Enfin, voilà, toutes ces petites phrases qu'on connaît bien en tant que freelance, auto-entrepreneur, et du coup, il joue beaucoup aussi là-dessus dans le livre. Et c'est là où je me suis dit, mais arrête d'écouter les gens et fais ce que toi t'as envie de faire. Ok, ça va être très compliqué, mais si tu y travailles, enfin, dans le sens où si tu te donnes les moyens, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Ok, ça va pas venir en 2 semaines, mais il y a pas de raison. Pourquoi les autres et pas toi, quoi. C'est plus dans ce sens-là. Après, sinon, j'écoute beaucoup de podcasts.
Donc ça, j'aime bien. Pendant que je dessine, j'écoute des podcasts, je regarde YouTube, tout ça. Dans les podcasts, vraiment, auto-entrepreneuriat, moi, j'aime beaucoup, je pense que tu connais Young, Wild and Freelance de Thomas Burbidge et Tribu Indé d'Alexis Michela. Donc ces deux-là, on va dire que c'est les classiques français pour les freelances. Et après, plutôt orienté créa, t'as Sens Créatif de Jérémy Claeys, qui est là vraiment sur les métiers de l'image et du coup plus spécifiquement sur l'illustration. Et Inspiration créative de Kylian Tellin. En fait, tu connais tout, c'est bien. J'ai préparé mon émission. Ah, c'est bien. Et du coup, ces deux-là, ça parle de freelancing, mais aussi d'illustration et d'autres métiers qui touchent aussi à la créa. Donc, franchement, très, très cool. Je recommande. Et après, je regarde beaucoup aussi ces YouTube, comme j'ai une chaîne YouTube aussi. Et donc là, c'est drôle parce que sur YouTube, je te disais tout à l'heure, il y a très peu d'illustratrices francophones. Il y en a peut-être 5, 6, avec des grosses chaînes, je veux dire. Il y en a plein avec des plus petites, moyennes chaînes, là où je suis aussi. Mais des grosses chaînes, il y en a très peu. Et du coup, sur YouTube, je regarde beaucoup des choses autour de l'entrepreneuriat en anglais, américain. Je ne sais pas si tu connais Ali Abdaal, tout ça. Non. Qui a 3 millions de followers avec ses super cours sur l'entrepreneuriat et sur le business. Moi, j'adore cette façon un peu américaine d'amener les choses. Et du coup, je suis là. Tu sais, tu regardes une vidéo et à la fin, t'es là. Waouh, c'est trop bien, je vais faire la même chose. Je vais le faire, c'est parti. Ouais, allez. Exactement, tu vois. Donc ça, j'aime beaucoup lui. Donc Ali Abdaal, qui est même pas américain, qui est anglais. Et après, j'essaye aussi de m'éduquer beaucoup sur YouTube, du coup, de regarder des chaînes qui parlent de business, de SEO, SEO d'Instagram, SEO de YouTube. En gros, savoir comment fonctionnent ces plateformes pour en tirer le meilleur. Et du coup, j'essaye de m'éduquer beaucoup sur ça. Donc, c'est ce que je fais aussi beaucoup sur Instagram, à donner des tips autour d'Insta, tout ça. En fait, je digère le contenu que eux ils donnent, qui est un peu global, qui s'adresse à tout le monde, pour pouvoir après le retransmettre, mais plus orienté illustration, créatif. Et c'est un truc que j'aime bien faire. Moi, ça me permet... Tu sais, c'est comme quand t'écrivais tes cours au lycée, au collège et tout, et le fait de le réexpliquer derrière à quelqu'un, ça permettait de les digérer et de mieux les comprendre. Pareil. Et du coup, je regarde... Je peux te donner des noms, mais je sais pas si ça va intéresser beaucoup les gens, mais... À la limite, tu peux m'envoyer la liste et puis je le rajouterai dans la description de l'épisode. Ok, très bien. Parce qu'il y a des choses plutôt community management, finance personnelle, SEO YouTube, tu vois, c'est des choses sur des sujets très particuliers, mais franchement, moi, c'est ce que j'aime parce que j'ai ce côté un peu business que j'essaye de réappliquer, quoi. Mais d'ailleurs, pour tout ce qui est plus, on va dire, dans le design, dans l'illustration, donc tout à l'heure, tu nous as expliqué que tu dessines, tu nous as expliqué tout ton process, mais comment tu fais pour progresser dans ton métier? Est-ce que tu fais aussi pour essayer d'apprendre de nouvelles compétences en illu? Est-ce que tu suis des cours? Est-ce que tu regardes des vidéos dédiées ou tu te concentres beaucoup plus sur la partie entrepreneuriat? Alors aujourd'hui, je me concentre beaucoup plus sur la partie entrepreneuriat, j'ai à fond le nez dedans et tout. Bien sûr, je continue à dessiner, tout simplement parce que il faut que je continue à poster de l'illustration, parce que si je veux conserver une communauté autour des illustrateurs, il faut que je poste des illustrations, c'est simple. Et puis j'ai pas envie de perdre la main aussi, quoi. Mais j'ai l'impression de stagner un petit peu. Donc effectivement, il faudrait que je reprenne un peu plus des cours ou des choses différentes. Je regarde beaucoup Skillshare, YouTube, des choses comme ça. Et ce que j'essaye de faire aussi, là, j'en ai fait beaucoup cet été, c'est des après-midi coworking avec d'autres illustratrices. Alors, j'ai eu que des filles, il n'y a pas de garçons, donc je dis illustratrices. Hein. Et du coup, c'est des illustratrices qui font plein de choses différentes. Et le fait de passer une après-midi avec elles, de discuter, de regarder ce qu'elles font et tout, du coup, ça fait très... c'est un après-midi entre filles qui dessinent et du coup c'est genre vas-y montre-moi comment tu fais ci, comment tu fais ça, c'est quoi tes crayons, c'est quoi ta version de logiciel de l'iPad, j'en sais rien, tu vois. Et donc ça permet d'apprendre des autres, de voir un peu ce qui te plaît. C'est toujours pareil, tu forges ton œil, tu forges tes goûts en fonction de ce que tu vois autour de toi et du coup de t'améliorer dans ce sens-là. Donc c'est sûr que c'est pas de l'amélioration pure et dure pour moi dans mes illustrations. Mais après, ça va. C'est quelque chose qui te nourrit au cours du temps. Exactement. Ça me nourrit et c'est pas grave. J'ai pas besoin de m'améliorer tout de suite maintenant, quoi. Donc, J'avais une dernière question pour toi. Je sais que le dessin, c'est ta passion. C'est aussi ton métier. Donc, à quel moment tu réussis à faire la distinction entre dessiner par passion et juste pour le plaisir et dessiner pour le travail? Alors,
Si on part de ce principe-là, je travaille tout le temps. Je dessine un petit peu pour moi, mais pas beaucoup. En fait, j'ai l'impression d'avoir beaucoup switché sur... à chaque fois que je dessine, je bosse. Et du coup, j'essaye de faire autre chose à côté pour ne pas me focaliser en disant « Mais non, quand je dessine, c'est juste pour moi et au final, je vais en faire un truc derrière. Donc, en fait, c'est un peu du boulot, des choses comme ça. Donc, oui, c'est ma passion. Mais comme c'est mon travail, quand j'arrête de bosser, j'arrête de dessiner. Je fais des croquis, je fais des choses comme ça, mais si je suis en vacances, je touche pas à mon iPad, mais sans faire exprès. C'est juste que j'ai pas envie de me remettre sur un écran et j'ai pas envie de me remettre à dessiner derrière. Donc, je me force à avoir un carnet de croquis sur moi tout le temps. Comme ça, quand j'ai une idée, je la note. Enfin, je la note. Je fais un croquis, quoi. Je la dessine rapido, mais pas dilue complète ni rien. Si je suis en week-end, si je suis en vacances, le samedi, je ne touche pas à mon iPad parce que c'est mon boulot. Donc, je me trouve d'autres choses à faire, quoi. C'est tout. Ça marche. Si les gens veulent te contacter pour discuter avec toi, pour parler de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, on les renvoie vers quoi? Twitter? Instagram? Non, pas Twitter. Instagram, c'est là où je réponds le plus facilement. J'essaye de répondre à tout le monde. Donc Instagram, ça c'est sûr. Oui, mes mails. De toute façon, mon mail est noté dans ma biographie Instagram. Donc si c'est quelque chose de plus complexe, on peut m'envoyer un mail. C'est le plus simple. Ça marche. Eh bien, pour tous ceux qui nous ont écoutés, je mettrai de toute façon dans la description de l'épisode ton lien vers Instagram, ton email, le lien vers ton site et vers ta chaîne YouTube. Comme ça, s'ils veulent te contacter ou voir ce que tu fais, tout est disponible. Et puis moi, je te remercie pour cette heure qu'on a passée ensemble et toutes les questions auxquelles tu as répondu. Merci beaucoup à toi. À très bientôt. À plus. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.